Alors, un mois avant Pessah, il faut s'occuper des lois de Pessah. Donc, nous allons entamer les, comment on appelle ça, les Pirkei Avot peuvent attendre, puisque c'est après Pessah qu'on les commence. Donc ça ne mange pas de pain, comme on dit. Mais par contre, la Haggadah de Pessah, ça ne peut pas attendre. Si jamais le Mashiach vient, quand je dis si jamais, il a intérêt, quoi. Donc, la Haggadah, elle sera encore valable. Les mitzvot ne vont pas s'annuler. Au contraire, on va les faire bien. Avec la différence qu'il y aura le korban qu'on mangera à Jérusalem. On mangera le korban Pessah, mais toutes les halachot de la Haggadah resteront. On ne va pas annuler tout ce qu'il y a. On fera dans la Haggadah, il y aura la place pour le korban Pessah. Au lieu de manger de la matzah afikoman à la fin, on mangera le korban Pessah à la fin. Donc, il n'y a rien qui change. Donc, la Haggadah, elle commence par une liste de toutes les opérations qu'on va faire le soir du Seder. On appelle ça Seder. Seder, c'est-à-dire l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. D'ailleurs, le rabbi précédent, il rigolait, il disait, la première question que l'enfant va poser, il dit, papa, qu'est-ce qui se passe ce soir qui est du Seder Pessah? Il dit, parce que dans la maison d'un juif, c'est toujours le balagan. Donc c'est toujours le désordre. Parce qu'il y a les enfants, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les voisins invités. Donc Pitom, l'enfant, il dit, papa, qu'est-ce qui se passe que ce soir, il y a un ordre? Qu'est-ce qui se passe? Makara qui a un Seder. En général, il n'y a pas de Seder chez les juifs. D'accord? Quand quelqu'un il veut passer devant vous dans la queue, et vous le regardez de travers, il te dit Makara, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que vous avez... voilà. Donc, ça c'est une blague, mais il y a un Seder, et le Seder, il est dirigé depuis le départ, et avant de commencer le Seder, on nous dit qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors, c'est comme il y a quelqu'un qui nous donne des ordres. Voilà. Quelqu'un nous donne des ordres. Il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, dans la première étape, il nous dit Kadesh. Kadesh, ça veut dire fais Kiddush. Kadesh, c'est un ordre. Kadesh, fais Kiddush. Alors, pourquoi il nous dit ça? Parce que dans les mitzvot du soir de Pessah, il y a bien évidemment la mitzvah de manger de la matzah, comme il y a écrit, Ba'erev tochlu matzot. Le soir, vous mangerez des matzot. Que vous soyez à Tombouctou, à Noron, ou à Jérusalem, tout le Ham Israël mange des matzot le soir du Seder. Mais maintenant, les Chachamim, ils ont rajouté ce qu'on appelle les 4... Pourquoi vous mettez le masque? Vous avez peur de nous contaminer? Si c'est... du pollen, ah oui. Si vous voulez prendre des bonbons pour vous désintoxiquer, profitez-en, parce qu'à Pessah, je les enlève. Les bonbons, ils ne sont pas qu'à sur le Pessah. Donc il te dit, il y a la mitzvah que la Torah nous dit de manger de la matzah. Alors que dans les autres jours, il n'y a pas de mitzvah de manger de la matzah, il n'y a que le premier soir, c'est tout. Mais il y a une autre mitzvah qui est la mitzvah des 4 vers, les arbakosot. Les 4 vers, c'est les 4 vers dont on nous parle dans la paracha de Vaïra sur la Géoula. Je vous sortirai, je vous libérerai, je vous amènerai, etc., etc.
ou alors 4 vers de punition pour les méchants. Les 4 vers de, comme on dit quand on parle bien en français, tu boiras le calice jusqu'à la lie. Ça veut dire que c'est un vin de punition. Donc peu importe les midrashim que vous en prenez le midrash, le Oshalmi, le Bavli, la Kabbalah, la Chassidut, le Moussar, qui vous voulez, tout le monde est d'accord qu'il faut boire 4 verres de vin. Et les 4 verres de vin sont une obligation aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Puisque les femmes, comme à Purim, la femme, c'est elle qui nous a libérés, donc les femmes doivent faire Purim entièrement. Et bien pareil à Pessah, par le mérite de Yocheved, de Myriam, qui ont sauvé les petits-enfants, voilà. Et les femmes qui avaient la Emouna, qui ont laissé un tambourin pour la mer Rouge, qui avait prévu le... Et Myriam qui a prévenu son père que son fils serait le Messie, le Rédempteur. Donc à cause de toutes ces femmes formidables, donc les Chachamim, ils ont dit, les femmes sont obligées de toutes les mitzvot de Pessah comme les hommes. Aucune différence. Et la femme n'a pas plus le droit de manger du chametz qu'un homme. Comme j'ai dit tout à l'heure, enlever les rouges à lèvres. Et la femme, elle doit faire les 4 coupes, et elle doit faire la Haggadah, et pas aller touiller la soupe pendant que les gens racontent la Haggadah. Elle doit aussi s'occuper un peu de raconter les miracles. Donc on te dit, avant de commencer quoi que ce soit, Kadesh, fais Kiddush. Maintenant, quel est le spécifique de ce Kiddush? Ce Kiddush, c'est le premier des 4 vers. Dans les 4 vers, c'est pas il y a Kiddush et 4 vers. Le premier des 4 vers, ça s'appelle Kiddush. Maintenant, quel est le spécifique? C'est que Aleph, quand vous écoutez Kiddush le vendredi soir ou le samedi matin, vous n'avez pas de mitzvah de goûter le vin. D'accord? Quelqu'un vous rend quitte, vous écoutez en famille ou en... peu importe. Quelqu'un fait Kiddush, il prend le verre, il remplit, il fait la bracha de Geffen et de Mekadesh Shabbat, il suffit que vous répondiez Amen, vous avez fait Kiddush, ça y est. C'est pas obligé. Maintenant, c'est le Levouche, il s'appelait le Levouche. C'est un contemporain du Rabbi Yosef Karo. Lui, il dit, les gens, ils aiment goûter parce que c'est par amour de la mitzvah. Par amour de la mitzvah. Mais d'eux-mêmes, ils n'auraient même pas besoin. Tu as répondu Amen, ça y est, t'es quitte. Tu peux aller faire des tilas et manger le pain maintenant. Donc, cette chose-là, c'est valable toute l'année. Mais à Pessah, ça ne marche pas. À Pessah, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu dois avoir ton verre, homme, femme, enfant, vieillard, et avoir son verre de vin chacun devant soi. Ce qui n'est nulle part, ce qui n'a jamais été dans aucun kiddush autre que celui-là. Et deuxième, le kuda, c'est que ce verre-là, tu dois le boire quand il fait nuit. Vous savez que dans quelques jours, on va changer l'horaire. Donc nous en Israël, c'est pas très dramatique. De faire Seder à 8h du soir, ça, c'est jouable. Mais dans les pays occidentaux, où ça va se faire à 10h, 9h, hein, donc les gens, ils ont tendance en général à faire la tfila en journée, en fin de journée, et ils mangent en fin de journée, il fait jour. Et ils allument les bougies, ils font la tfila, ils rentrent chez eux, il fait jour. Et ils font qu'ils douchent et ils mangent. Dans toutes les kehilot, à part les Chabad de Paris, qui font attention, sinon toutes les kehilot, Ashkenaz, Farad, Chassidik, ils font qu'ils douchent en plein jour et ils mangent en plein jour.
Mais ça, tu peux pas faire ça, Pessah. Parce que la Torah, elle a dit, la nuit, vous mangerez des matzot. Donc, comme la nuit, il faut attendre la nuit pour manger des matzot, il faut attendre la nuit pour faire le kiddush. Des 3 étoiles, comme on dit chez nous. Vous avez compris? Et voilà. Quantité minimum de Alors, vin. maintenant, comme on s'y est pris un mois avant, c'est pas pour bâcler, hein, c'est pas pour courir à la ficobade, hein, pour terminer ce soir en disant « Allez, Shana Abba, Yerushalayim ». C'est qu'il y a des tas et des tas et des tas de halachot. Première halakha, si que Dieu ne plaise, quelqu'un ne supporte pas le vin ou le jus de raisin. Il y a des gens qui sont soit interdits de médical de prendre du vin ou du jus de raisin, soit ça les dégoûte, ça les écœure, ils ne peuvent pas. Alors, et comme bien évidemment on ne va pas leur permettre de prendre de la bière, puisque c'est du chametz, on peut permettre, et ça il faut le savoir, un jus de fruits naturel. Si quelqu'un ne peut pas boire 4 coupes de vin, il peut prendre, il peut acheter dans un magasin naturel ou se le faire lui-même. Un jus d'orange, ou un jus de pomme, ou un jus de tomate, un truc honorable, sans eau. Ils vendent dans les magasins naturels, ils vendent des vrais jus sans eau. Et à ce moment-là, c'est honorable. Et alors, on peut faire kiddush avec ça, faire les 4 coupes avec ça. Il faut le savoir. Ça, Qu'avait ça ou également à Shabbat? Si ça nous arrive de ne pas... Oui, mais en Shabbat, c'est moins embêtant parce que vous pouvez vous rendre quitte. En s'en goûter. Vous avez compris? Quand j'étais en Bretagne, qu'est-ce que j'étais embêté avec ça? Voilà. Et effectivement, vous pourriez le faire aussi ça s'appelle quelque chose d'honorable. Il y avait une histoire. Il y avait une histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il est venu voir son shamash. Il a dit, demande au Rav si on a le droit de faire les 4 coupes sur du lait. Sur du lait. Le gars, il avait une petite chèvre, et il pouvait avoir 4 verres de lait. Et le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit au shamash, tu sais quoi, va dans mon bureau, dans le tiroir, il y a une bourse bourrée de roubles, donne-lui. Il dit, mais Godarav, c'est pas ça qu'il m'a demandé, il m'a dit, si on peut faire seder sur du lait. Je lui ai dit, espèce d'idiot, si quelqu'un il fait le seder sur du lait, c'est qu'il a ni poisson, ni viande, ni rien à la maison. Sinon, il va pas manger du lait avec la viande. Donc il n'a rien. Donc sa vraie question, est-ce que vous pouvez m'aider pour Pessah? C'est ça que ça voulait dire. Donc en fait, on peut effectivement, que Dieu ne plaise, faire les 4 coupes sur du lait, si on n'avait rien d'autre. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que le vin, en bas qu'au saute. D'accord? Donc ça c'est intéressant de savoir. Si vous connaissez quelqu'un, qu'il ne soit pas désespéré, qu'il fasse avec un bon jus naturel. D'accord? Maintenant, comme a demandé Elisheva très intelligemment, quelle est la quantité de Naran? C'est pas comme à Purim, Ad de Lyoda, jusqu'à ce que tu saches plus où tu en es. Il y a une marloquette entre le Chazon Ish et le Ravi Chaim Naé. Le Rav Chaim Naé, c'est un Lubavitch, il habitait en Égypte. Beaucoup de moi, mon prof de piano s'appelait Igor Orlovetsky. Il s'était sauvé de Russie en 1905, quand il était petit avec ses parents, et il est parti en Égypte. Il est devenu chef d'orchestre de l'orchestre d'Alexandrie. Il s'appelait Igor Orlovetsky. Et puis il avait un accent d'Égypte, il roule les airs
Les Égyptiens, ils roulent les airs quand ils parlent français. Et alors, le Rav Naé, lui aussi, il s'est sauvé de Russie en 1905, et il est parti, et il est devenu le grand rabbin d'Égypte. D'accord? Et après, il est devenu un des grands décisionnaires de la halakha, et après, il est venu faire son alia, il habitait dans le quartier séfarade de Boukharim. Après Meacharim, le quartier de Boukhara. Et là-bas, il a fixé la halakha que le vers pour rendre quitte le mitzvot, c'est Gematria Kos. Kos, ça fait 86. Donc il faut des verres qui contiennent au moins 86 millilitres. Parfait. C'est-à-dire 8,6 centilitres. Donc c'est vraiment pas la fin du monde. Vous achetez des verres, des petits verres au chouk, un peu plus que la liqueur, hein. Un peu plus grand que des verres à liqueur, ou des verres à thé marocains, ils font 10 à 12 centilitres. Donc ça suffit largement. Et vous le remplissez, c'est bon. Le Chazonish lui dit le contraire, il dit tout le double. Il dit 150 millilitres. C'est quand même une plus grande... C'est un peu comme les verres en caoutchouc, en plastique qu'on a, vous voyez. Nous, on boit la moitié du verre en plastique. Ça suffit, d'accord? Surtout qu'il ne faut pas faire le malin, parce qu'il y a des gens... Ils se disent, moi, je suis un gibor. Alors, à jeun, quand il n'a rien bouffé toute la journée, commencer à s'enfiler un verre de 150, il risque d'être déjà sous la table après le premier verre. Donc il vaut mieux pas faire de malin et faire comme le Rav Naé, un verre de 86. Maintenant, vous auriez pu dire, écoutez, j'achète des grands verres et je mets 86. Un grand verre. Même à 300, 200, moi je m'en fiche. Je mets 86 et je bois. Non, parce qu'il y a écrit Kosot. Comme il y a écrit verre, il y en a qui disent il faut boire le verre. Donc si tu as un verre de 1 litre, c'est très embêtant, parce qu'il faut boire le litre. Donc il vaut mieux marier l'utile et l'agréable, le verre petit et la quantité petite. D'accord? Homme, femme, enfant, on l'a dit, il n'y a pas de différence. Hein. Les enfants, dès qu'ils sont un peu évoluer intellectuellement, il faut les habituer. Soit du jus de raisin, soit du jus, mais pas du vin. Sinon ils vont mal tourner. Et la coutume, elle est soit que il y en a un qui dirige le seder, donc il dit à voix haute le kidouche, soit tout le monde le lit en même temps. À l'époque, les femmes n'étaient pas, il n'y avait pas de séminaire, les femmes étaient un peu, elles priaient par cœur, quoi. Elles se mettaient devant la mezouza, elles priaient le bon Dieu. Ou devant la bougie à huile d'olive. Elles priaient que Dieu fasse, que mes enfants priaient le bon Dieu. Pas comme les gens ils disent, les séfarades ont toujours dit Baorat Hashem, Chanou. C'est pas vrai. Les séfarades et les ashkénazes, des fois, ne disaient pas la bracha des lumières. Ils ne savaient pas. Ils allumaient sans faire la bracha. Et qu'est-ce que le bracha faisait? Que ma fille elle se marie, que mon mari soit gentil, que mon grand-père me fasse des cadeaux. C'est pas tout le monde qui faisait les brachot. Alors maintenant ils te font genre séfarades, ils disent avant et après. Mais moi j'ai connu des tas de femmes, par contre, qui me disaient jamais on faisait des brachot de bougies. On allumait sans bracha. En mettant la main sur les yeux, en demandant que Dieu il nous amène les brachot pour nos enfants. Bon, maintenant, comme on est tous devenus des érudits, donc les femmes savent faire les brachot, elles savent prier. Il y avait, à Paris, il y avait le Rav Asimov, le directeur de Lubavitch, il disait, quand sa sœur, elle est arrivée de Getsed, il y avait un grand séminaire anglais là-bas, elle est arrivée de Getsed,
elle se cachait pour faire la prière, parce que ses parents disaient, mais c'est quoi ces histoires d'une femme qui prie dans un siddour? Ça va pas la tête, non? Si tu veux prier, mets-toi devant la mezouza, qu'est-ce que tu fais devant un siddour? Elle se cachait parce qu'elle avait appris à Getzed, compris dans un siddour. Et la plupart des gens, ils trouvaient ça scandaleux. Pour qui tu te prends de prendre un siddour? Il y a les hommes qui prennent un siddour pour prier. La preuve, c'est que dans le siddour, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit pour la femme ce qu'elle doit dire. Alors il y a des Lubavitch un peu starbés de la tête, qui font dire aux femmes chez Loasani Isha. Je ne suis pas une femme. Alors je suis quoi alors un dromadaire? Parce qu'il n'y avait pas de. C'était inconcevable qu'une femme elle lise dans le siddour. Donc ils n'avaient pas mis les interventions de la femme. Chez Loasani Goya, chez Loasani. Maintenant ils le font. Mais pour les hommes, pour les femmes. Mais à l'époque, c'est inconcevable qu'une femme elle prenne un siddour. Parce qu'elle n'allait pas à l'école avant les femmes. Il n'y avait pas d'école pour les. Ça n'existait pas. Le ktub, c'était pour les hommes. Donc qu'est-ce que les femmes savaient? Ce que leur grand-mère avait appris à leur mère, etc. etc. Donc, c'est le Chafetz Chaim qui a ouvert les séminaires de Bet Yaakov, et après le Chabad a ouvert le Bet Hana, mais sinon il n'y avait pas. Donc, Bekitso, à l'époque, c'était inconcevable que la femme fasse Kiddush en même temps que son mari, ou son fils, ou son père. Donc, tout le monde se taisait et on écoutait. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des savants, des femmes savantes, donc on peut envisager, si c'est jouable, que tous les convives disent la bracha en même temps que le balabaïd, en même temps, tous ensemble. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech borei peri hagefen. Et après, le texte. On peut faire comme ça ou se rendre quitte. Mais toujours est-il qu'une fois qu'on a fini, on s'assoit et on doit boire le verre entier. En tous les cas, la majorité du verre. Alors maintenant, le mieux, je vous ai parlé du pire, celui qui prend du jus de pomme. Mais le mieux, c'est du vin rouge, sec et pas bouilli. Pas cuit, vous voulez dire. Pas cuit, ouais. Pas de parmatoc. Du vin rouge, sec et pas bouilli. Il faut pouvoir. Hein. Il vaut mieux, d'ailleurs, si on peut sans bisulfite, ça vaut mieux parce que c'est moins indigeste. Sinon, tous les vins sont valables. Rosé, blanc, doux, faible alcool. Il y a le top que je vais citer, mais là, il y a tout ce qui n'est pas le top, c'est bon aussi. Il y en a même qui disent que si tu préfères le blanc, vas-y, le blanc. Il y a des blancs qui sont très comment dire, honorables. Chardonnay, compagnie. Et évidemment, je reviens là-dessus, ça c'est... Tous les rabbinim sérieux vous diront ça, il vaut mieux des vins d'Israël. Les vins d'Israël sont beaucoup plus sûrs en cacheroute que le meilleur vin de Chutz Laaretz. Et perquet. Parce que dans les vins de Chutz Laaretz, même si vous avez un bon rave, des bons mashgichim et tout ce que vous voulez, il faut cachériser. Il faut cachériser les tuyaux et les cuves. Oh là! Donc pourquoi tu rentres dans les problèmes? En Israël, il y a de plus en plus de vins très sérieux de tous les bons herchérim, de toutes les marques et de tous les et c'est du vin cachère toute l'année. Il n'y a pas de goy. Dans tous les grands Barkhane, Carmel, tous ces grands celliers, il n'y a pas de goy du tout. Et il n'y a que des chômeurs Shabbat. Ils avaient fait un scandale, les pauvres. Il y avait des Éthiopiens religieux, pas ceux-là.
la bière et le smartphone. Des juifs. Il y a des Éthiopiens juifs, religieux et tout, comme il faut, qui travaillaient chez Barkhane. Et des Lituaniens dégoûtants ont dit « Taref, c'est pas des juifs !» Et tout le monde leur a sauté dessus. Vous êtes des antisémites. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont pas juifs. Bon, ils sont pas blancs, mais ils sont juifs. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, quand vous buvez un vin avec des bons Herchérim, du transporteur de camion jusqu'au dernier emboucheur de bouchons, tous des juifs, chômeurs, Shabbat. Donc ça vaut 100 fois plus et plus sûr que un bon vin de Rautenberg ou de Oyu, Californie ou ce que vous voulez. C'est un vin, à moins que ce soit un cellier appartenant à des juifs. Il y a. Par exemple, dans la Dromie. Voilà, le baron de Rothschild et compagnie de Californie, paraît-il, c'est des juifs. Ça n'est qu'à des juifs. Et d'abord, c'est compréhensible parce que les Américains n'aiment pas le vin. Ils aiment le bon vin de France, etc. Mais en général, l'Américain moyen, le bon goy, il est plutôt whisky et bière. Donc, un conseil que je vous donne, n'acceptez que des vins made in Israël. D'accord? Mais si vous ne pouvez pas sec et pas bouilli, alors prenez pas sec et au jus de raisin. Est-ce que vous pouvez? Est-ce qu'on peut savoir, c'est pour les Shabbats et le Pessah aussi, normalement, on prend un petit pot d'eau et on fait Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est juste une coutume ou c'est important? C'est juste une coutume. À l'époque, les vins étant très forts, il les coupait automatiquement avec de l'eau. À tel point que la Mishnah raconte que le vin du Golan, il était en saucisson. C'était pas des bouteilles, c'était tellement concentré que c'était du saucisson de vin. Donc on le transportait dans la charrette, tranquillement du Golan ailleurs. Et si vous voulez en boire, il fallait vous couper une tranche, la mettre dans... et la mettre dans l'eau, tellement c'était très fort. Et vous en buviez un verre, vous étiez déjà hors service. Donc maintenant, ça c'est d'après la halakha. Maintenant, d'après la Kabbalah, il y en a qui disent que le vin c'est la bina, c'est l'intelligence, c'est la femme. Or la bina, elle doit être reliée à son collègue qui s'appelle la chokhma. Or la chokhma, c'est les 3 gouttes d'eau qu'on rajoute. Tac, tac, tac. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça, mais c'est un minag. Maintenant, nous, le Sheikh Chabad, on dit c'est pas la peine de rajouter de l'eau. Pourquoi? Parce que, on l'a dit 1 million de fois, c'est quoi Chabad? Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, c'est la lumière des bougies que vous avez allumées avec de l'huile d'olive. C'est ça la lumière, la Chokhma. Donc la femme a allumé la Chokhma. Maintenant, on va faire Kiddush, c'est la Bina. Et après, on va manger le pain, c'est le Da'at. Donc c'est pour ça qu'on fait dans cet ordre-là. Chokhma, Bina, Da'at. C'est pour ça qu'on couvre le pain. Parce que c'est honteux que le pain, le pauvre, il est le premier dans la liste et on y passe après le vin. Mais c'est comme il est le Da'at, il ne peut pas y avoir de Da'at, c'est pas eu de Chokhma et de Bina d'abord. Donc la maman allume les bougies, soit à la paraffine, soit à l'huile d'olive, si elle a le mérite. Après vient le Kiddush, Bina avec le vin, et c'est pour ça qu'au moment du Kiddush, c'est bien de regarder les bougies à la fin. Et après, Da'at, le pain. Donc d'après nous, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau, puisqu'on relisse les deux. Mais si vous voulez le faire, il n'y a
aucun problème. Si vous mettez 3 gouttes, ça ne mange pas de pain, même à Pessah. D'accord? Mais il faut faire, bien évidemment, il ne faut pas en mettre trop à tel point que c'est du chéakol que vous avez maintenant, c'est plus du geffen. Stam, vous voulez faire symbolique, yallah, faddal. Il n'y a aucune contre-indication halachique, kabbalistique, chassidique, ce que vous voulez. Si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir. Et pas du Schweppes, hein, de l'eau plate. Voilà. Donc Kadesh, donc on s'assoit. Une fois qu'on a fini le kiddush, on ne parle pas. On ne commence pas, une fois qu'on a fini le verre, de chut, ou tais-toi, ou bois, ou mémé, viens. Non. Tu as fini Mekadesh Israël Ve'azemanim, tu t'assois et si tu veux, tu peux faire sur le côté gauche, sinon, sur le côté gauche, tu bois. D'accord? Voilà Kadesh. C'est le premier verre. Vous voyez qu'on a, sur un tout petit détail, on a parlé 35 minutes. Et vous ne saviez pas tout. Vous êtes d'accord? Voilà. Kadesh. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore sur ce Kadesh? Bon, ça reviendra par la suite. Déjà, accumuler les connaissances pour ne pas se tromper. Un bon conseil d'ailleurs pour la Gada, que ma chère soit là ou pas, il y a écrit vers la fin, mettez la table. Alors il ne faut pas faire comme les gens, ils mettent la table avant. En Shabbat, vous pouvez faire ça. Mettez des assiettes, des salades, des cornichons, Non, avant, pendant le soir du Seder, il ne faut pas mettre la table. Il faut mettre que une assiette pour manger les carpasses et les trucs, il va y avoir, et le verre. N'encombrez pas la table. Quand ce sera le moment de manger, vous enlèverez tout ça et vous mettrez les assiettes. Sinon, vous avez un balagan pas possible, les enfants ils renversent dans les assiettes, c'est très maladroit. Vous avez déjà sali votre assiette avant de commencer parce que le vin il a bougé, il a renversé. Bon. Troisième événement suivant, si que Dieu pardonne, Dieu préserve, vous avez un goy à table. C'est une chose qui est arrivée souvent, moi ça m'est arrivé souvent. Il y a une personne qui doit se faire inviter, une dame. Et non, cette dame est mariée avec un goy. Un goy, il a mis Adrine, hein, pas en état de conversion. Un vrai goy, il a mis Adrine. Il n'a aucune intention d'être juif. Mais il respecte sa femme. Alors il y a des gens qui disent non, tu ne peux pas l'inviter, un goy à table pour la fête. Mais si tu ne l'invites pas, la mère va dire je ne viens pas. Moi et mes enfants, on ne vient pas si vous nous séparez de notre mari. Évidemment, quand c'est des juifs, ils sont prêts à divorcer. Mais on la connaît celle-là. Et quand c'est des goy, ah non, il faut que le goy assiste au seder. Donc à ce moment-là, évidemment, vous devez dire oui, viens avec tes enfants, et viens avec Julien, tant pis. Je ne peux pas te dire à Julien, reste à la maison, on mange les biscottes. Donc il va faire le seder avec nous, tant pis. Ouais, je vais pas dire tant pis d'ailleurs, je vais dire bon rabat. Moi j'ai invité des goy juifs à seder. Il y a des gens qui se sont convertis grâce à ça. Ils ont été impressionnés. Surtout que ma femme, elle sait bien cuisiner, ou ma mère à l'époque, hein, on mangeait bien et tout. Ils se sont dit, mais ça y est, on va être juif. Être juif, mais c'est le top. Au lieu de s'en kikiner au réveillon à bouffer des huîtres et de vomir toute la nuit, un jour par an, chez vous, c'est toujours la fête. Il y a des tas de goy qui sont convertis grâce à ça. Ils ont dit, mais Shabbat, la fête, les enfants. Et puis ils ont vu à table des enfants qui respectent le père, ils respectent la mère, alors que les autres, ils crèvent les pneus s'ils leur prennent pas la voiture. Il y a beaucoup de goy qui ont été impressionnés. On dit, il vaut mieux être juif et rentrer dans la maison sainte.
Donc à ce moment-là, effectivement, si vous avez ce problème, qui peut être une solution d'ailleurs, hein, ne prenez pas du vin pas bouilli. Il faut prendre du vin bouilli. De peur que le goy, par inadvertance, il veuille servir par correction, etc. Et alors, il vous a condamné votre vin. Donc renseignez-vous. Qu'est-ce qui se passe avant? D'accord? Bon, surtout qu'aujourd'hui, il y a tous les choix possibles. Pas bouilli, c'est écrit dessus en plus. D'accord? C'est dans la Torah. Nul incirconcis n'en mangera du Corban Pessah. Donc là, c'est... Si ma chère vient cette année, et il viendra, Amen. eh ben le goy, il viendra pas pour moi, il mangera pas le Corban, c'est tout. Ah bon, ah oui, d'accord. Parce que là, il n'y a pas d'air. Vous lui dites, monsieur Julien, vous êtes privé de dessert. Vous pouvez manger de la pastèque et de la glace, mais le dessert d'après le Corban, ça, vous n'y avez pas droit. D'accord, ouais. C'est le vrai Corban. Ouais. D'accord, ok. Alvaï que nous ayons ce problème. Alvaï que nous ayons ce problème. J'aimerais bien l'avoir. D'accord? Que Julien soit obligé de rester... Allez. Il n'y a pas que Julien d'ailleurs. Toute personne qui n'est pas circoncis ne peut pas manger non plus. Alors, il y a des millions de juifs qui ne veulent pas être circoncis, qui se cachent. Les Américains, donc il n'y a pas que Julien, il y a aussi Yitzhak et Yaakov. Hein. Bon, si ma chère vient, vous inquiétez pas, ce sera des problèmes résolus. Voilà. Deuxième étape, le Baal Haggadah nous ordonne, il nous dit Urchatz, lave-toi les mains. Mapitom, tu te laves les mains, on va pas manger de pain. Alors là, c'est là qu'intervient la fameuse mitzvah d'apprendre aux gens qu'il y a des lois de pureté et d'impureté. Il y a des lois de pureté et d'impureté. On n'en tient pas tellement compte, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. D'accord? Mais il y a des choses, des lois d'impureté. Et il y a ce qu'on appelle 7 liquides qui transmettent l'impureté. Voilà. Qui sont des conducteurs. Comme quoi, par exemple? D'accord? Il y a 7 liquides qui transmettent l'impureté sur un légume, ou sur une viande, ou sur un pain, ou sur ce que vous voulez. D'accord? Donc, quels sont ces 7 liquides? Là, on nous dit les initiales, tout le monde connaît ça. Yad, Shachat, Dam. La main qui a égorgé le sang. Yad, Shachat, Dam. Les initiales des 7 liquides. Yud. Yud, c'est quoi? Le vin, bravo. Yain. Dalet. Le dame. Dam, bravo. Le sang, si vous mangez un steak saignant à la hache. Pas un merguez, une merguez, un saucisson, non, de la viande fraîche. Vous l'aimez pas grillée, vous l'aimez bien saignante. Et maintenant, au lieu de manger proprement avec une fourchette et un couteau, vous mangez avec les doigts, comme Attila. Donc s'il y a du sang dessus, très souvent c'est saignant. Vous n'avez pas envie de le manger comme une semelle. Vous le mangez un peu saignant, il faut se laver les mains d'abord. Parce que là, le sang transmet l'impureté. Donc, yaïn, dam, shin. L'huile, bravo. L'huile, mais il faut que ce soit de l'huile d'olive. Si ce n'est pas de l'huile d'olive, c'est pas la peine. Comme ça, il dit le Chida, on est mahmir que sur l'huile d'olive, qui s'appelle l'huile. L'huile de canola ou d'arachide, c'est très moderne. Ça ne s'appelle pas l'huile. D'accord? Donc, de l'huile d'olive,
Quand vous avez fait un... Là où j'habitais à Paris, à Montmartre, en face de chez moi, il y avait un arabe, qui avait un très grand magasin, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que des murs roses. Un arabe oui, comme ils aiment les arabes. Très propre, pas du tout... comme une salle de bain, on dirait. On aurait cru une salle de bain. Et il y avait une énorme cuve, et il faisait des beignets toute la nuit. 24 heures sur 24, il faisait des beignets. Et quand j'étais à la fac avec mes copains, on veillait toute la nuit pour bachoter les cours. Donc on descendait à 4 heures du matin, on allait se manger des beignets. Il faisait des beignets, il jetait les gros beignets comme ça. Et c'était cachère, parce qu'il y avait les bidons d'huile, on voyait que c'était de l'huile qu'on pouvait prendre. Et il nous faisait des beignets. Alors, mais à l'époque, c'était de l'huile d'olive à l'époque d'Agmara. Maintenant, lui, c'était il prenait de l'huile d'arachide, il n'allait pas se casser la tête, ou l'huile de tournesol. C'était cachère, il y avait le Beddin à vérifier, il y avait les bidons devant nous. D'accord? Donc, en fait, il n'y avait pas besoin de se faire les tilas si tu veux manger, parce que c'était de l'huile d'arachide. Donc, on parle d'une huile qui est vraiment grasse, quoi. Tu fais des fricassées tunisiennes. Si ça baigne dans l'huile, ou des sponges de Hanouka, tout ça, si ça baigne dans l'huile, il faut se laver les mains, sinon non. Donc, shemen, il y a shin. Après, chet. C'est quoi chet? C'est quoi chet? Qu'est-ce qu'il peut y avoir un mot qui commence par chet? Khalav. Alors. Personne n'a pensé. Le lait. Le lait, ben ça, je savais pas. Voilà. Le lait. C'est gras, le lait. D'accord? Non, c'est pas parce que c'est gras. C'est parce que c'est du lait. Ça transmet la pureté. Mais on fait la bracha en faisant les... Non, on fait pas ça. Attendez, bravo, bonne question. Vous avez une réflexion intelligente. Bravo. Donc le lait et shachat, tête. C'est quoi tête? C'est la rosée, tal. Donc si vous le matin, vous vous levez tôt et dans votre verger, vous avez vu une belle poire, une belle pomme, tout embuée de rosée, et ben hop, ne la mangez pas sans vous laver les mains d'abord. On reconnaît le poète. Hein. Sur la vitre de la voiture aussi. D'accord? Donc la rosée, shachat, il reste dame, dalet, c'est encore quoi maintenant? On a vu tout à l'heure dame. De vache, bravo. Donc le miel, bravo. Le miel d'abeille. Donc si vous avez fait un vrai gâteau au miel, il faut que ça suinte. Si c'est pas ça suinte, ça veut dire que si vous mettez votre main pleine de miel sur un endroit, il y a le miel dessus. Sinon, non, c'est pas obligé. Si c'est stam un peu arrosé. Vous avez compris? Il faut que ce soit très, très arrosé. Donc, miel, et puis le dernier mot, même maïm. L'eau. Tout simplement l'eau. L'eau, et pas une boisson autre. Ça veut dire, le Chida, il te dit, si toi, en tant que Tunisien, tu trempes ton boulou dans la limonade, c'est pas obligé de te laver les mains parce que ça ne s'appelle pas de l'eau. Il faut que ce soit de l'eau. Donc si... De l'eau avec un sirop, c'est pas de l'eau. Et de l'orgeat, par exemple. Il faut que ce soit de l'eau, pas simplement à base d'eau. On ne peut pas être marmire à ce point-là. Il faut que ce soit 100% eau. Voilà. Donc pour apprendre aux enfants, aux invités, Stam, que dans la Torah, dans le judaïsme, il y a une dimension qui s'appelle la pureté et la pureté et l'impureté. C'est un ridouche, parce qu'on ne fait pas attention à ça toute la vie, malheureusement. Quand quelqu'un qui a été à l'enterrement, il est impur de la mort, ben ça y est, il est impur de la mort. Tant qu'il n'y a pas de vache rousse,
Vous savez que samedi, on lit la vache rousse. Ouais. Parce qu'il faut se préparer à la venue de Mashiach. Et que pour pouvoir offrir le Korban Pessah, on doit se faire purifier par la vache rousse. Donc, nous vivons dans l'impureté permanente. Donc, on aurait tendance à oublier toutes ces règles. Donc, on dit, bien qu'on n'aille pas manger du pain maintenant, malgré tout, nous allons manger juste après le légume qui s'appelle karpas, qui est trempé dans l'eau salée, dans le vinaigre ou l'eau salée. Et donc, on dit aux gens, hey, tu vas tremper dans l'eau, donc tu dois te laver les mains. Alors, il y avait des poskim, comme vous avez suggéré, qui disent, mais il n'y a pas de raison d'annuler la bracha, il faut faire la bracha. Il faut faire la bracha sur les choses qui sont qu'on trempe. Mais le Rav des poskim, il dit, non, c'est un minag. Un minag, c'est pas une halakha aujourd'hui, donc on ne fait pas la bracha. D'accord? On ne fait pas la bracha. Maintenant, ça va poser d'ailleurs des problèmes, comme on dit chez nous, al tishal. Il y a des rabbanim qui disent, si tu t'es gouré, alors écoutez-moi ça, si tu t'es gouré, par exemple, tu proclames, mémé, tata Georgette et tonton Ernest, n'oubliez pas, il ne faut pas faire la bracha. Oui, mon fils, ils arrivent à la cuisine, vous n'entendez pas, oh. Vous la connaissez celle-là? Vous avez bien retenu, on ne fait pas la bracha. Oui, mon fils. Oui, il arrive là-bas. L'habitude faisant la... Donc maintenant, il y a des poskim, alors là, alors on est mal. Des poskim qui vous disent, s'ils ont fait la bracha, tout est foutu, il faut qu'ils mangent des matzot maintenant. Donc, ils cassent tout le seder, ils vont vous faire suer toute la soirée, parce que vous allez être 15 à faire le seder, et lui, il est déjà dans la matzah, les 3 matzot. Donc, il vaut mieux tenir compte des poskim qui disent oui, il fallait faire la bracha. Alors, tu dis à Mémé Georgette ou à Tata Juliette, comme tu as fait la bracha, tais-toi jusqu'à ce qu'on refasse Netila pour manger la matzah tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu es capable de te taire, mais Juliette? C'est pas qu'elle commence à dire ah, il est tendre ce céleri. Tiens, assis-toi, Margalit, il y a une place à côté de moi. Non, rien. Il faut être capable de se la fermer jusqu'à la matzah, jusqu'au motzi. Donc le mieux, évidemment, c'est de dire aux gens de les surveiller de près qu'ils ne fassent pas la bracha à la cuisine sur la netila. Normalement, on ne devrait pas confondre, mais c'est pas la même c'est pas comme pour faire 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour le pain. Mais pareil. Pour celui-là, on fait 1, 2, 3. Pareil, comme le pain. Ah, c'est comme c'est pas comme la netila du matin. C'est la netila pour manger du pain. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous avez compris? Alors maintenant, il y avait des traditions qui sont dans les Haggadot. Dans certaines Haggadot, il y a écrit il n'y a que le Balabaït qui fait ça. D'accord? Alors, dans les pays séfarades, par exemple, il y avait la grande fille qui a amené un plateau, qui a amené le kéli avec le truc, et elle avait les mains du père. Et les gens le regardaient faire. Il y en a qui disaient comme ça. Mais il y a des gens qui disent ma pitom. Tout le monde va manger le karpas. Ma pitom que moi, comme je vais prendre le karpas, je fais le netila, et toi non. Je vais pas te le mettre dans la bouche le karpas, tu vas le prendre avec la main. Donc il y en a qui disent annuler ce minag que seul le balabaïd fait, tout le monde doit faire. Même Mémé Georgette et même tonton Ernest. Toute ressemblance avec des personnages qui pourraient être que fortuites. Donc on se lave les mains, on revient à table et on prend
le karpas. C'est un minage ashkénaze, ça, non? De quoi faire? Les séfarades, ils font pas ça. Quoi donc? Quoi donc? Non, mais c'est le minage là, de Tilat Yadayim. Tout le monde doit le faire, ouais. C'est ça. Il vaut mieux que tout le monde le fasse. Sinon, je vous dis, il y a un bug. Parce que vous enseignez les lois de pureté, d'impureté, et vous allez tremper dans l'eau et vous n'êtes pas lavé les mains. Donc c'est pas bon, c'est pas bon pour le chinour. D'accord? Bon, maintenant, si quelqu'un à votre table insiste pour pas se laver les mains, vous n'allez pas lui donner un coup de trick sur la tête. Mais Juliette, elle ne veut pas se laver les mains, laisse-la tranquille. Mais a priori, c'est bien que tout le monde le fasse. Maintenant, le karpas, Kamouvan, le karpas c'est une grande marloquette historique. C'est quoi le karpas? A priori, le karpas, depuis que le monde est monde, on l'a vu ça dans la Megillah d'Esther, quand il avait les tissages qu'il avait, il y avait écrit, on a dit là-bas, Khour karpas ou trelet. Le karpas, c'est la couleur verte. Et donc le karpas, c'est quoi? Le céleri. C'est pas pour rien qu'en Israël, on est revenu à l'étymologie normale. Karpas, c'est le céleri. D'accord? Alors, il y a des poskim qui vous sortent des trucs derrière les fagots, que c'était vrai à l'époque, que les légumes, ça se mange bouilli. C'est vrai qu'à l'époque, les gens mangeaient les légumes bouillis. Crus, surtout. Les carottes, les courgettes, les trucs. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que le rove des gens du monde mangeait les légumes crus. On mange le céleri cru, la carotte crue, la betterave crue, tout cru maintenant. Donc à l'époque, c'était dans les habitudes alimentaires, on faisait les légumes, c'était pour faire de la soupe, c'était bouilli. Donc il y en a qui disaient, ma pitom, d'abord il n'y avait pas de karpas dans plein d'endroits, et même s'il y en avait, ils disaient, mais c'est quoi cet engin de manger cru? Maintenant il faut remettre les pendules à l'heure et manger du karpas. Alors les Lubavitch intransigeants, comme on dit, il ne faut pas dire intransigeant, il faut dire intransigeant. Il y en a qui vous disent il faut manger de l'oignon ou de la patate. Ça s'épluche le karpas. Pardon? Ça tire les fils. Ah non, ça s'épluche, c'est évident que ça s'épluche. C'est pas la question, ils disent qu'en Lubavitch, là-bas en Russie, ils mangeaient de l'oignon ou de la pomme de terre. D'abord, il n'y avait pas de karpas, Aleph. Et les Russes, que Dieu les bénisse, ils mangent de l'oignon cru. Oui. Nous, chez nous, l'oignon cru, c'est chakol, c'est pas adama. Et la patate, c'est pas un légume naturel, il faut le faire bouillir, sinon il n'est pas adama. Oui. Il ne peut pas être adama, il n'y a qu'à Auschwitz qu'on mangeait la patate crue, et c'était dangereux même. Donc, garder ce minag à l'ancienne, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, maintenant, les Russes, je ne peux pas rentrer dans leur vie, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Le rabbi, en tous les cas, ils l'ont dit, maintenant que tu es en Amérique, oui, on voit bien, les Américains, ils ont les enveloppes avec les légumes crus, et puis vous avez comme Bugs Bunny, le céleri qui dépasse. Alors ils ont dit au rabbi, voilà, maintenant tu n'es plus en Russie maintenant. Alors il a dit, pour faire plaisir à mon beau-père, que mon beau-père mangeait de la patate, de l'oignon, je l'oignon, mais il avait rajouté du céleri dans son karpas. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que le karpas ne soit pas kazaït. Il ne faut pas qu'il y ait une quantité suffisante, parce que... Et pour quelle raison? Avant que nous nous quittions, je vais vous en parler. Les gars, ouais, vous avez bien vu. Le karpas, c'est en même temps la raison, on a vu, pour apprendre les lois de pureté et d'impureté, et en même temps, c'est pour rendre quitte le maror qu'on va manger dans le pain, dans le repas. Oui. Le maror, nous disent nos maîtres les rishonim, le maror, faut-il faire adama dessus ou pas? Le maror, c'est la salade, on va voir ce que c'est. Faut-il faire adama ou pas? Alors il y a des rishonim qui disent, ça va pas à la tête, non? Moi quand je mange la salade, je mets de la vinaigrette avec. Je mange pas le maror cru. Je suis pas fou. Donc c'est évident que ça fait pas partie du repas.
Donc je fais Adama. Maintenant d'autres Rishonim me disent, mais attends, Slicha, pourquoi tu es assis ce soir? Pour manger de la matzah, du maror et du korban. Donc c'est évident que avant de te mettre à table, tu sais que tu vas manger du maror. C'est prévu déjà à l'avance. La preuve, tu es resté 1 heure à la cuisine pour nettoyer les feuilles de salade. Donc comme il y a une machloquette si on doit faire Adama ou pas, est-ce que ça fait partie du repas ou pas, donc on évite de faire la bracha, et donc on renquitte le maror avec le karpas. Ah, d'accord. On mange un morceau de karpas en disant bon répéri à Adama, on évite pour éviter de faire Adama sur le maror dans le repas. Et donc comme a dit très justement notre intervenante, elle a dit parce que si tu manges un trop gros morceau de karpas, tu vas être obligé de faire la bracha finale avant de te mettre à table. Quand vous êtes dans un mariage, vous êtes au buffet, vous goûtez un petit truc. Avant de quitter le buffet et d'aller à la salle, vous devez faire la bracha finale. Ah, ça, on oublie. Et il y en a plein qui oublient. Et, ou ils oublient, ou alors ils supposent que ce que j'ai mangé, c'était une introduction au repas. Oui. Comme les Marocains qui font la kémia avant le repas de Shabbat, pour ajouter des brachot. C'est pas mauvais, c'est pas antinomique. Ils font des brachot, ils ont fait le kiddush, avant de faire motzi, ils goûtent une olive, une goutte de truc, pour faire des brachot. Et à ce moment-là, ils font pas la bracha finale. Puis c'est pour préparer le repas. Oui, mais ils mangent des petites quantités. Ils sont censés manger la kémia, c'est censé être des petites quantités, c'est pas pour se bourrer la panse. Donc on voit bien que quand tu manges avant le repas quelque chose qui n'a rien à voir, tu dois faire la bracha finale, te débarrasser, et après faire netila et motzi pour le pain. Donc tu dois manger un tout petit morceau de karpas, donc c'est à la cuisine que tu dois préparer tes karpas en petits morceaux. Il n'y a pas des gros morceaux, alors mangez pas tout. Non, prépare des morceaux qui font vraiment une petite, comme on dit chez nous, que de pas de quoi remplir la dent creuse, quoi. Vous avez compris? Et pourquoi vous êtes obligé de vous laver les mains? Parce que justement, il n'y a sûrement pas la place, parce que quand vous allez mettre la main dans le sel, ben, votre main, elle va le mouiller. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, la Chassidoute, elle vous dit, au nom du Harizal, Karpas, c'est les initiales de Perech Samer. Samer, c'est les 60 myriades, les 600 000 âmes qui ont été Perech esclavagées. Perech, ça veut dire travaux forcés. Perech Samer, les 600 000 qui ont subi l'esclavage. Joli. C'est un jeu de mots. Sa mère, ça fait 60. Ils ont 60 myriades de juifs. Perer, ça veut dire travaux forcés. Comme on va le voir, à vos dates Perer. D'accord? Voilà. Donc on a fait 3 choses. Et l'heure est passée très vite et vous avez appris plein de choses. C'est super intéressant. Et vous êtes obligés, c'est pour ça qu'on s'y prend à l'avance, parce que la Haggadah de Pessah, il y en a de quoi dire jusqu'à Rosh Hashanah. Donc je préfère m'y prendre un peu à l'avance, et je vous ai dit que Mashiach soit là ou pas, c'est valable. C'est pas des halakhot qui vont perdre leur valeur à la venue de Mashiach. Nous ferons tous, au contraire, c'est les gens de Chutz La'aretz qui nous payeront des milliards pour pouvoir assister au Seder chez nous. Parce qu'ils ne pourront pas faire le Seder à Paris ou à Mexico. Ils sont obligés de venir là. Donc chacun d'entre vous, vous ferez payer $1 million la carpette dans la rue. Ils seront là. Laissez-nous faire le corban chez vous. Ah, ça va vous coûter cher. Il fallait venir plus tôt. Quand nous, on a...
pendant que nous on a ramé, vous étiez à vous la couler douce, et ben vous allez payer. D'accord? Il y en a, un ami à moi, un Parisien, il me disait toujours, tu me prêteras une paillasse pour le Corban de Pessah? Je te prête rien du tout. Tu avais qu'à venir faire ton alia avant la fête. Voilà, à la maille que nous ayons ces problèmes-là. Amen. Merci de votre attention.